Alors, ce qu'il faut préciser, chère Judith Belair, c'est que ce rendez-vous chaque lundi soir pour les auditeurs de Sud Radio, comme vous l'avez dit, c'est l'art de bien vivre. Nous allons vous éclairer sur tout ce dont vous avez besoin en cette période. Il y a la détente, mais pas que, n'est-ce pas, Judith Belair? Et nous aurons nos invités. Tout à fait. Alors, nos invités, chers auditeurs, c'est Emmanuel Sauvage, qui est directeur général et cofondateur du groupe Evoque Hôtel, aussi vice-président de l'Office de tourisme de Paris, et puis plein d'autres choses qu'il va nous redire. Quand on parle de vacances, il sait de quoi il parle. A priori, oui. Bonsoir Emmanuel Sauvage. Bonsoir Emmanuel Sauvage. Vous savez de quoi vous parlez quand on parle de vacances et de tourisme a priori? À peu près. Vacances moins, tourisme oui. Bon. Et puis Stéphane Carella, patron du Pila Camping du Palois, un des campings qui a malheureusement brûlé l'année dernière, et puis aussi de la Villa Navarre à Pau. Excellent. Je sais que vous la connaissez, Frédéric. Oui, j'y suis déjà allé par rapport au Tour de France, tout ça. Je suis passé là. Même une année où il y avait le championnat du monde de handball. Ah d'accord. Oui. Bien sûr. Stéphane Carella, vous avez un aficionados. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Ah, il y a les grillons derrière. On est cigales. On adore. C'est un décor. Alors, chers messieurs, on va commencer un petit peu par parler tourisme, tout simplement. La France, elle a confirmé son attractivité cet été auprès des Français, de la clientèle internationale. On a 73% des Français qui bougent, qui voyagent. Et puis, on a pas mal de gens du monde entier qui viennent chez nous, un peu dans toutes les régions. Mais comment ça se passe pour Paris, tiens, Emmanuel Sauvage? Écoutez, Paris continue sa progression, étant donné que l'année 2022 était une année record après le Covid, après 2 années de Covid, bien évidemment par rapport à 2019, parce que si on tient compte de l'année... évidemment. Forcément, c'est les chiffres. On peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Mais c'est une très très bonne année. Alors, on a eu bien évidemment sur Paris quelques secousses avec la réforme des retraites. Mais voilà, de toute façon, on reste positif. On est un pays très attractif. On doit continuer à avoir une programmation culturelle très forte, programmer à faire de l'innovation et pas rester sur ses acquis pour continuer à garder la première place. D'accord, donc c'est toujours la place numéro 1 dans le cœur de la clientèle internationale. Oui, alors on est en fonction du panier moyen ou du nombre de visiteurs, on est entre l'Espagne et la France, oui. D'accord. Stéphane Carella, je l'ai dit pour vous présenter, vous êtes entre autres patron du Pila Camping du Palois. Déjà, on voudrait savoir comment ça va, où vous en êtes de la reconstruction, est-ce que vous allez ouvrir vos portes et quand? Bonsoir à tous. Donc nous, ça se passe très bien. On est en plein travaux. On a la commission de sécurité qui va se passer dans 2 jours. Donc nous, c'est imminent. On pensait être prêt le 1er, mais bon, voilà, c'est les aléas des chantiers. On a reconstruit quand même 2000 mètres carrés. Enfin, c'est sur 10 hectares. C'était pas une mince affaire. Bon, dites-moi, le grillon qui est derrière, on peut lui demander de se taire ou pas? Ouais, on peut pas. On peut vraiment pas. C'est le sud de la France. Voilà. Je me suis mis à un endroit où j'ai trouvé un peu d'ombre, parce que c'est vrai que c'est très chaud. Oui. Et donc du coup, vous êtes en pleine reconstruction. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez beaucoup de réservations déjà? Comment ça se passe en termes de fréquentation? C'est un petit peu calme parce que c'est vrai qu'en plus on est en mode allégé. Moi je vais avoir 80 emplacements sur les 400 que j'avais initiaux. Ouais. D'autres campings sont fermés également. Voilà, donc on va tous être en mode allégé. C'est une année de transition, c'est une année de reconquête pour nous parce qu'aujourd'hui, nous, on a besoin de montrer que la dune du Pilat est toujours là, que les charmes de la région sont toujours là, qu'on a replanté des arbres parce que c'est un petit peu ça qui C'était ma question d'après, retrouver la canopée. Ouais, voilà. Donc on a replanté, on a fait beaucoup de plantations et tous les matériels, tous les bâtiments, tous les réseaux, tout est neuf. Donc on a des campings neufs. Voilà. D'accord. Et alors, vous êtes aussi propriétaire de la Villa Navarre, qui est à Pau, et d'un restaurant 1 étoile Maison Ruffet. Bravo déjà pour votre première étoile, vous l'avez eu cette année. Merci, c'est gentil. On a eu la chance d'avoir cette première étoile, pardon, Judith. On a eu la chance d'avoir cette première étoile à la Villa Navarre. Et ça faisait 26 ans à Pau qu'il y avait eu 26 ans de disette, qu'il n'y avait pas d'étoile. Donc on est super contents. François Bayrou est ravi et nous aussi. Voilà. Et pourtant, pourtant est une capitale de la gastronomie. C'est à rien y comprendre. Je suis d'accord avec vous, mais il n'y avait pas d'étoile. Donc on a mis les petits plats dans les grands. On s'est associé avec Stéphane Carade, qui a 2
étoiles Michelin aussi. Ouais. Et voilà. Et là, on vient de changer de chef. Donc, on a récupéré le chef du pressoir d'argent à Bordeaux. Donc, on a fait le mercato, nous aussi. C'est pas Mbappé, mais on a Robert Laurenson qui nous rejoint, qui a un 2 étoiles depuis 5 ans. Donc, on va chercher la 2e étoile. Voilà. Donc, on l'a annoncé officiellement la semaine dernière et on va se battre pour. Bon. Et alors, vous, Emmanuel Sauvage, justement, vous, alors je rappelle aux auditeurs que vous êtes patron du groupe Évoque Hôtel. C'est des très beaux établissements parisiens. Vous êtes en train de vous développer à l'Europe, à l'international. Donc là, vous avez ouvert un hôtel à Venise aussi, qui est en cours à Madrid. Pour se recentrer un peu sur ce qui se passe à Paris dans vos établissements, comment ça se passe justement? Est-ce que vous avez beaucoup de clientèle internationale cet été? Alors nous, ça se passe plutôt très bien. C'est vrai qu'on on a eu des petites secousses du mois d'avril qui nous ont un petit peu perturbés, mais c'est vrai qu'on reste toujours dans une dynamique positive. De toute façon, ça sert à rien toujours d'être en train de communiquer négativement. Le négatif amène du négatif. Et puis, l'ensemble des clientèles sont bien présentes, que ce soit les États-Unis, le Moyen-Orient et toute l'Europe sont bien présentes en fonction des arrondissements et des quartiers à Paris. Ouais. Bien évidemment, la répartition des clients est différente, mais on a quand même une grosse clientèle long courrier. C'est-à-dire les gens qui viennent à Paris, on sait que la capitale a des arrondissements très hétéroclites. Ils privilégient la grosse dépense, ou alors certains veulent un petit peu plus low cost et vont aller dans des arrondissements un peu moins huppés? Alors en fait, en termes de fréquentation, ça dépend vraiment des nationalités. En revanche, c'est vrai qu'on travaille à l'office, maintenant c'est Paris Je t'aime, office de tourisme de Paris, on travaille à un Paris autrement. C'est-à-dire c'est vrai qu'on essaie de travailler à ce qui est moins de surtourisme dans certains arrondissements, ce qui est difficile quand on vient à Paris, notamment pour la première fois. Tout le monde veut être à côté de la Tour Eiffel. Voilà, tout le monde veut être à côté de la Tour Eiffel, tout le monde veut aller voir ça. Mais Paris regorge de merveilleuses choses, de merveilleuses, on va dire, professionnels, que ce soit des artistes et des artisans, plein de choses à voir. Chaque quartier est une vraie pépite. Et donc, c'est vrai qu'on travaille à une communication différente pour qu'on puisse faire connaître les autres quartiers. Après, pour l'hôtellerie, c'est pareil. Il y a du développement d'hôtellerie qui se passe dans le 19e ou 20e. Il y a l'hôtel Babel. Il y a plein de nouveaux hôtels. Donc là, vous dites, alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien Paris, 19e, 20e, c'est le nord. C'est le nord-est. C'est des arrondissements plus populaires. Très populaires. Voilà, c'est des arrondissements plus populaires. Mais c'est vrai qu'il y a eu depuis, on va dire, une dizaine d'années, une modification totale de la répartition des investisseurs hôteliers. Beaucoup d'investisseurs, on va dire, qui n'étaient pas dans ces domaines, propriétaires, ont décidé d'investir dans l'hôtellerie et ont du coup une vision différente, que ça soit Courbis, mais pour le groupe Les RL, mais plein d'autres, des gens qui étaient qui ont fait fortune ou qui ont vendu leur société et qui ont décidé de mettre de l'argent dans des hôtels. Et c'est vrai que ces gens-là, que ce soit du luxe ou pas du luxe, dans toutes les catégories, ont permis d'amener une pierre à l'édifice, c'est d'avoir des hôtels complètement modifiés par rapport aux structures de chaînes internationales. Finalement, répartition. On peut avoir une répartition, ce qui permet surtout que la capitale devient très chère. Très très chère. Donc du coup, cette répartition va se faire par les quartiers. Parce que bien évidemment, le 8e, le 16, le 1 est beaucoup plus cher que le 20e, que le 19e. Et donc du coup, ça permet quand même justement d'avoir une répartition de clientèle et de pouvoir rester dans Paris. Parce que là maintenant, les tarifs, que ce soit comme le train, l'aérien et l'hôtellerie, sont quand même assez chers pour une famille. Stéphane Carella, je rebondis sur ce que dit Emmanuel Sauvage. Vous qui êtes propriétaire justement très personnalisé de votre établissement de la Villa Navarre à Pau. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens aiment venir chez vous? C'est que quand ils viennent chez vous, finalement, ils sont un peu quand même à la maison, avec le haut de gamme qui va avec, en l'occurrence pour la Villa Navarre, mais ça joue quand même, cette personnalisation du lieu. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Et je connais pas Emmanuel, mais j'aime beaucoup son discours et j'adhère quand il dit le négatif attire le négatif. Et nous, voilà, notre slogan, on transforme le négatif en positif chez nous et on se bat et on a du courage. Et voilà, on est des entrepreneurs. Voilà, on a eu la chance, c'est une petite anecdote, on a reçu Monsieur le Président de la République jeudi dernier pour le Tour de France, justement. Et voilà, il a dit que de toute manière, il aiderait toujours les gens qui se bougent, qui se lèvent, qui sont des entrepreneurs comme nous. Donc je pense que Emmanuel en fait partie. Et voilà, moi j'adhère à son discours. Alors par rapport à la personnalisation des hôtels, nous on a un projet en fait à la Villa Navarre. On a 6 suites et on va faire personnaliser les 6 suites par des grands designers. Par exemple, Oraito va faire une suite, d'autres designers
peut-être Cordélia de la Castellane, des gens comme ça. On va faire une suite par créateur et je crois que ça n'a pas encore été fait. Ah, ouais, ça va attirer les convoitises. Ça donne envie à Frédéric Bardel. Peut-être. Alors, on va marquer une petite respiration. C'est intéressant là parce qu'on vient de parler des Palois, on vient de parler des Parisiens, mais vous finalement qui souhaitez aller dans un endroit spécifique de notre beau pays en France, c'est quoi l'endroit de rêve? C'est quoi le lieu privilégié pour les vacances? Dites-le nous, 0826 300 300. Moi je ne dirais pas où j'irai parce que j'irai partout. Vous irez peut-être à Pau aussi, non? Si j'ai de la chance, à Pau. À tout de suite. C'était drôle ça, merci. L'art de bien vivre chaque lundi soir et on s'est fait plaisir, on commençait par les vacances. Alors vous n'y êtes peut-être pas comme nous d'ailleurs, parce que Judith et moi nous ne sommes pas en vacances puisque nous sommes avec mais on vit bien avec vous, chers auditeurs. En revanche, vous avez pu constater qu'il y avait des touristes et souvent un peu partout. Comment peut-on marcher tranquillement dans les rues du Mont-Saint-Michel? Comment faisons-nous? Parce que tout le monde est au bord de la même plage et tout le monde va dans la même grande ville, à Paris par exemple. Eh bien, nous parlons aujourd'hui de surtourisme et le surtourisme, c'est un vrai problème. Oui, et d'ailleurs, Emmanuel Sauvage, c'est ce que vous avez commencé à nous raconter hors antenne. Le surtourisme, ça pose un problème dans l'expérience en fait client, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on avance de 5 cm par heure au Mont-Saint-Michel, du coup, on a passé un mauvais moment, donc on n'y reviendra pas, et on a une mauvaise image du lieu et de la région aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Et puis alors, on parle d'expérience, donc c'est l'expérience, mais aussi la détérioration des lieux. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut pas... Et c'est très important justement de respecter les lieux et de respecter comme quand vous allez au musée. Bon là déjà maintenant on a des horaires. Alors c'est vrai c'est contraignant, on a tout ça. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Par exemple on pourrait faire une politique de yield management, ouvrir les musées beaucoup plus longtemps. Yield management. Alors oui, expliquez-nous ce que c'est. Oui, donc en fait c'est appliquer en fonction de l'offre et la demande, on applique un tarif différent. Donc s'il y a une règle, ce que fait la SNCF, ce que fait toutes les compagnies aériennes. Et donc ce qui permet ce qu'on fait dans l'hôtellerie. Vous faites ça aussi. Merci. Voilà. Et le péage, c'est pareil, c'est pas le même prix à chaque heure. Voilà, en fait, en fonction, ça pourrait être sur tout. Alors vous allez me dire. Oui, mais je dis oui, mais justement, ça pourrait être beaucoup moins cher à certains horaires et donc encore plus bénéfique pour certains. Et celui qui veut vraiment être là au moment où tout le monde est là paye plus cher. Ce qui est important aussi, c'est, je pense, on est dans une période où la responsabilité écologique est très importante. Donc il faut aussi respecter les lieux et c'est quand même on détruit, on détériore beaucoup de lieux quand il y a trop de monde. Donc de toute façon, c'est ni bon pour la planète, ni bon pour le lieu, ni bon pour l'expérience client. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir au tourisme différemment. Je ne dis surtout pas qu'il faut diminuer le nombre de touristes, il faut le réguler. Et proposer des choses. Voilà, donc c'est parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut du temps, il faut réfléchir, il faut de l'analyse. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on commence à y travailler, notamment pas mal à Paris. Et je pense que beaucoup de pays y travaillent. Alors moi, je suis totalement contre parfois des choses qui disent oui, il faut diminuer l'aérien de tant de pourcents parce que ça. Bon, je pense qu'il y a d'autres solutions. Il faut de toute façon pas taper sur les doigts des gens, quoi. Mais non, c'est ça. C'est pas ça. Il faut. De toute façon, quand vous venez des États-Unis, vous n'allez pas venir en train. Donc, il faut bateau, peut-être. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est par exemple parce que le fameux tourisme, vous avez un panier moyen. Donc, c'est-à-dire que il faut pas non plus sous prétexte de vouloir réduire les émissions de CO2, réduire l'avion et favoriser le train. Parce que vous avez aussi parfois, pour avoir les mêmes recettes et pour toute l'économie qui est autour, moins de touristes qui dépensent plus. Donc c'est tout un tas d'équations qu'il faut travailler, mais il faut les travailler intelligemment pour que ça se programme. C'est un programme à long terme, mais je pense qu'il est évident qu'il faut travailler différemment l'expérience client. Moi, je pense que la priorité, déjà, c'est l'expérience client. La question, c'est comment être attractif un maximum de temps et un maximum de période. Tiens, voilà. Stéphane Carella, répondez à la question. Comment être attractif un maximum de temps? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez justement? Vous travaillez évidemment sur l'expérience client dans vos lieux, on imagine, mais est-ce que vous réfléchissez à cette régulation, justement comme dans un endroit comme le Pila Camping où il y avait beaucoup de monde et où il y a eu ces incendies? Est-ce que ça serait peut-être une manière d'améliorer l'expérience en général et de faire venir plus de monde, mais sur des périodes plus longues et moins bourrées, quoi? Voilà. De monde, je veux dire. Oui, pas bourré, on se comprend bien. De monde. C'est exactement ce qu'on souhaite faire. C'est vrai que sur l'expérience client, je veux dire, c'est quelque chose de bateau, mais on met le client au centre de nos préoccupations. Et c'est vrai que c'est eux qui nous font vivre. On les prend pas pour des pigeons parce que dans les stations balnéaires, quand c'est un peu touristique ou très touristique comme nous, on peut penser qu'il y a du brassage, mais nous on veut fidéliser nos clients. Et c'est vrai qu'à un moment donné,
on fait beaucoup pour eux. On a fait un camping beaucoup plus écolo, on va obtenir l'écolabel. Enfin, je pense que c'est des choses qui correspondent aux demandes actuelles. Et voilà. Et encore une fois, on n'a rien inventé. On suit aussi une mouvance, mais on a failli. Je vous donne une petite anecdote. On a failli se faire faire le camping par Philippe Stark. Ouais. Donc ça n'a pas pu le faire pour des raisons de contrat, parce qu'il avait déjà des engagements. C'est lui qui nous avait appelé. C'est lui qui a fait l'hôtel Le Brac de Emmanuel Sauvage. Il a fait Le Brac, qui est super d'ailleurs. Et on a failli, il y a une petite ligne dans un contrat qui a fait que... et c'était quoi? C'était la ligne sur le prix ou pas? Non. C'était la ligne sur la dispo. Non, le prix, on n'a même pas évoqué ça parce que lui, il était tellement emballé et c'est un vieux rêve pour lui de faire un camping. Donc voilà, ça a failli se faire, je vous le dis. Et lui, dans sa motivation, il voulait faire le camping un petit peu à la californienne, ouvert l'hiver, avec des poêles, enfin voilà, du glamping et nous, on va s'inspirer de ça. Vous allez le faire du coup. On va essayer de s'inspirer des bonnes idées qu'on peut avoir à droite à gauche, bien sûr. Sur le surtourisme, vous vous êtes aperçu que certains lieux, finalement, n'étaient plus fréquentables et que ça pouvait servir à des endroits qui ne sont pas, on va dire, lieux balnéaires traditionnels. Comme Pau, vous avez un regain de visiteurs, finalement, à Pau, ou non? Mais Pau, il n'y a pas de saisonnalité en fait. C'est vrai qu'on a toujours des événements. Là, on accueille l'équipe de France de basket à la fin du mois. On a eu le cyclisme avec le Tour de France, 3 jours. On a en août et en juillet et août, si vous voulez, on n'a pas de pic, on n'a pas de baisse. Enfin voilà, c'est assez linéaire chez nous. Voilà. Petite question sur justement suite aux incendies qui ont eu lieu le 12 juillet 2022. Quelques jours après le sinistre, le président Emmanuel Macron avait promis donc que les campings seraient reconstruits et rouvriraient cet été. Une question un peu directe, est-ce que justement sa présence, sa venue et son soutien vous a beaucoup aidé dans la reconstruction? Donc là, je précise pour les auditeurs qui nous retrouvent qu'on parle du Pila Camping, du Palois, dont vous êtes le responsable, Stéphane Carella. Oui, tout à fait. La visite du président de la République nous a aidés aux 5 campings, parce qu'il faut savoir qu'en site classé, la reconstruction est quand même un petit peu compliquée. Les autorisations administratives, c'est pas le maire de la commune qui les délivre, mais c'est le ministre. Donc on va taper vraiment très haut. Et au moment où Monsieur le Président de la République a dit les campings seront reconstruits au même endroit, tous ces services ont suivi et nous ont accompagnés. Alors après, des aides, on n'a pas eu d'aide. On a eu un permis en 4 mois au lieu de 8 mois. Voilà, donc c'est quand même... voilà. J'ai dû avoir un permis de démolir, j'ai dû avoir un permis de construire, un permis d'aménager, un volet paysager. Enfin, ça nous a fait beaucoup de tracas quand même à nous tous. Évidemment, Alors, l'une des conséquences, on parle beaucoup donc de ces questions d'incendie, d'hypertension finalement sur cette période d'été. Est-ce que vous allez finalement tous devoir vous adapter? On parle de ces feux de forêt, nous parlons de ce réchauffement aussi de la planète avec des canicules de plus en plus présentes. Est-ce que vous avez ça en tête? Parce que rien ne sera plus jamais comme avant. Désolé, mais c'est la vérité. Non, c'est une vérité. Alors, je prends la parole parce que les incendies, c'est vrai que maintenant, je suis plus spécialiste qu'Emmanuel. Mais Emmanuel Sauvage, qui est avec nous en plateau. Je ne sais pas si c'est du vrai bois, ça. Allez-y, Stéphane Carella. Allez-y. Non. C'est vrai qu'on sait qu'on va pouvoir revivre des choses, mais la planète est un peu folle, elle se dérègle. Et c'est vrai qu'on s'y prépare. On a beaucoup de restrictions. On ne fait plus comme avant. On a dû créer des zones de pompage, notamment notre piscine. On a des bâches de 120 mètres cubes réparties dans le camping pour pouvoir arroser éventuellement. Et beaucoup de pare-feu tout le tour. Enfin, c'était ça ma question. Il y a beaucoup de pare-feu, mais vous savez, Judith, quand on a un méga feu comme on a vécu nous, il y avait un vent de folie, une hygrométrie très faible, il pleuvait pas depuis 3 mois, enfin voilà. Donc ça a été très compliqué. Donc quoi qu'on fasse, on peut pas s'y préparer, c'est ça la question, Stéphane Carella. On peut se préparer à un scénario comme ça? Non. Okay. Non, on peut pas s'y préparer. Nous, on était dans le déni, on croyait que ça allait jamais arriver. Vous voyez, on a laissé nos affaires dans l'immobilium, on a dit mais on va y revenir, il n'y a pas de souci. Et les pare-feux, il y avait des pare-feux de 100 mètres qui étaient avalés en quelques secondes, comme une vague qui arrivait, et les pompiers étaient surmenés. Voilà, ils n'y arrivaient pas. C'est un méga feu, voilà. Donc, je pense malheureusement qu'on doit y faire face et qu'on doit s'y préparer. Il y en aura d'autres. Bon, nous, on a beaucoup moins d'arbres, donc ça va limiter les risques. Mais le climat est vraiment déréglé.
Stéphane Carella, pour finir sur un mot un peu joyeux quand même, là vous allez rouvrir je crois le 12 juillet, c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans 2 jours. Oui, vu que nous sommes le 10. Ah bon, c'est pas vrai. Eh ben voilà. Bon matin. Et du coup vous le faites dans la bonne humeur, vous êtes content quand même d'avoir pu reconstruire et vous avez quand même des gens qui ont réservé, vous avez un petit peu de réservation. Donc en fait on vous souhaite plein de plaisir et plein de bonheur et surtout que ça fonctionne. Ça a marché les réservations? Justement, c'était ma question d'après. Vous en êtes où exactement? On a des réservations, mais je suis, comme je vous disais, je suis en mode allégé. Je vais avoir 14 mobil-homes et 20 tentes et 50 emplacements. Donc, c'est vraiment rien du tout. On va avoir, je vais faire 20% de mon chiffre, mais on n'en est pas là. On n'est pas sur des chiffres. On voulait réouvrir pour s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Et je vous dis, faire des photos avec la piscine qui est refaite, remontrer qu'il y a de la vie dans nos établissements et repartir. Et puis, on a pris une hypercute le 12 juillet dernier, enfin le 18 quand ça a brûlé plutôt. Mais voilà, et puis on est plein de courage, plein d'énergie, on est jeunes et voilà. Allez. On fait mieux qu'avant. Comme dans la chanson, et on démarre une autre histoire. Voilà. Je rappelle, Stéphane Carella, merci d'être venu témoigner ce soir avec nous dans Les Vraies Voix de l'été pour les vraies voix de l'art de bien vivre. Je rappelle que vous êtes patron du Pila Camping du Palois et de la Villa Navarre à Pau, d'un restaurant première étoile, 1 étoile. Maison Ruffet, bravo et merci pour votre témoignage. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Emmanuel Sauvage reste avec nous. Ah oui, Emmanuel Sauvage reste avec nous, bien sûr. Vous restez avec nous parce que c'est spécial tourisme ce soir. Alors, comment préparer les vacances? On arrive dans un instant. Après la petite respiration, à tout de suite. Frédéric Brindel, Judith Belair. Et ce sera chaque lundi comme ça. Nous évoquerons l'art de bien vivre. Alors bien sûr, en ce début juillet, ça passe par la question des vacances. Nous avons évoqué le tourisme, les vacances pour tout le monde. Et il faut que tout le monde puisse aussi passer cette période de vacances scolaires, notamment dans les meilleures conditions, Judith. Oui, tout à fait. Et pour parler de ça, justement, de ces enfants qui partent pas forcément en vacances, de l'objectif Opération Quartier d'été, on est toujours avec Emmanuel Sauvage, qui est déjà cofondateur du groupe Évoque Hôtel et qui est lui-même très actif à ce niveau-là. Il bosse beaucoup avec, par exemple, les déterminés de Moussa Camara pour aller chercher des jeunes de banlieue et leur donner des métiers. On reçoit aussi Bruno Pomar, qui est ex-policier du RAID, directeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur et fondateur de l'association Prox RAID Aventure. Bonsoir Bruno Pomar. Bonsoir. Bonsoir Bruno, bienvenue. Bonsoir. Et puis, vous n'êtes pas en vacances à cette période, jamais. Non, malheureusement pas. Donc. Ah oui, c'est ça. Et puis une auditrice Myriam, qui est enseignante en primaire, je crois, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Ah, enseignante, les tout petits. Vous avez quelle classe? CM. Ah, les CM. Ouais, le tout petit qui commence à grandir un petit peu. CM1, ça devient grand déjà. On s'approche du collège. Bon. Préadolescent déjà. Voilà. Alors, je vous lance tous les trois sur cette opération Quartier d'été, qui est un dispositif mis en place et reconduit depuis 2020 dans toute la France, qui a pour objectif de faire de la période estivale un temps de respiration pour les jeunes des quartiers. Déjà, est-ce que ça continue? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien mis en place cette année, Bruno Pomar? Oui, c'est des dispositifs qui sont importants. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, je vous écoutais, que le départ en vacances est important. Et c'est important aussi pour les jeunes. Oui. Parce que les laisser végéter dans les secteurs que nous connaissons qui sont déjà compliqués de nature, il est important qu'on puisse effectivement permettre à des jeunes de partir en vacances. Alors je sais qu'il y aura toujours des esprits chagrins qui vont nous dire mais pourquoi eux et pas d'autres? Écoutez, il y a, on le sait, dans notre société, beaucoup de problématiques et c'est vrai que sur ces quartiers, pour en prendre en charge de nombreux, nous, tout au long de l'été, on se rend compte effectivement que les jeunes ont besoin de partir en vacances, même des très jeunes parfois, et c'est une bonne chose tout simplement pour leur équilibre et puis pour les familles aussi à qui ça permet de souffler un petit peu. Donc, comment se fait la sélection justement des jeunes? Parce qu'évidemment ça doit être un crève-cœur, Bruno Pomar, non? Alors oui, nous on le fait pas directement, nous on est plutôt centre d'accueil, on a un site à Dreux, en Eure-et-Loire, on a un autre site à Belleflou dans le sud de la France où on a un camping, où je suis maire d'ailleurs du village, et la sélection se fait par des associations qui s'occupent socialement des enfants. Je pense à Feu Vert, par exemple, qui est une association qui a plusieurs structures, qui s'occupe effectivement des enfants les plus défavorisés. Et avec des partenariats croisés, je pense à l'Agence nationale des chèques et vacances, qui est un beau dispositif qui appartient à l'État, qui aide au départ en vacances de plus de 30 000
familles et enfants tous les ans, tous les étés, eh bien, on fait partie de ce dispositif, encore une fois, pour permettre à ces enfants de partir sur nos dispositifs à nous, qui sont un peu particuliers, puisque c'est de la pratique sportive et en même temps de la rencontre avec les institutions. Vous savez que je suis très engagé avec les rapprochements des jeunes avec la police, et c'est l'occasion aussi, vous voyez, de faire du lien social avec ces jeunes. Bien sûr. Myriam, vous qui êtes enseignante en Seine-Saint-Denis avec des CM1, on aura compris, justement, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Comment ça se passe pour les enfants de votre classe, par exemple? Est-ce qu'ils partent en vacances? Est-ce qu'ils ont souffert des émeutes aussi qu'on vient de vivre? Est-ce qu'il y a encore des structures pour les accueillir s'ils partent pas dans votre ville? Alors, moi, au niveau des élèves de ma classe, la majorité de ceux qui partent en vacances sont ceux qui vont dans le pays d'origine de leurs parents, donc la plupart du temps au Maghreb. Sinon, le reste de la classe ne part pas en vacances, reste la plupart à la cité. Il y en a qui vont au centre de loisirs, il y a certaines associations qui les accueillent également. Il y en a quand même, on va dire, un bon tiers qui ne part absolument pas. Et qui continue à être pris en charge quand même avec les maisons de quartier. Parce qu'il y a eu des destructions, voilà, comme le rappelait Judith. Il y en a beaucoup quand même qui ne partent absolument pas, qui restent à la cité. D'ailleurs, ça les angoisse beaucoup. Et qui ne vont pas non plus en maison de quartier, hein, Myriam. Qui ne vont pas non plus en maison de quartier. Il y a certains enfants dont les parents ne les laissent pas aller en maison de quartier. Les colonies de vacances, c'est pareil. J'ai l'impression que les parents ne sont pas trop chauds pour les laisser partir. Donc, il y en a quand même un nombre important qui reste oisif. C'est quoi le métier essentiel à ce moment-là? Ce sont des éducateurs sportifs qui pourraient les encadrer? Ce sont des éducateurs sociaux? Quel personnel il faudrait finalement? Alors effectivement, il me semble que les éducateurs, on n'en voit plus trop dans nos banlieues. Alors je sais qu'il y a des associations qui fonctionnent très bien dans la commune où je réside, qui accueillent des enfants dans un cadre en plus assez bucolique. Il y a de la verdure, ils leur font faire plein d'activités. Le centre de loisirs aussi fonctionne relativement bien, mais comme je vous dis, il y a des parents qui ne laissent pas leurs enfants aller dans ces structures. Donc ceux-là restent à la maison et en général c'est les enfants les plus stressés à la veille des vacances scolaires qui sont très agressifs. On voit tout de suite qu'ils sont angoissés. Alors ils n'arrivent pas à exprimer le pourquoi du comment, mais clairement c'est pas pour eux les vacances c'est pas trop synonyme de plaisir. Donc c'est pas forcément un problème de structure d'accueil. En l'occurrence là dans ce que vous nous dites c'est aussi un problème de structure dans les familles et d'ouverture, hein, c'est ça? Alors il y a une enfant de ma classe avec qui j'ai évoqué ce problème avant les vacances, qui me disait qu'elle partait pas en vacances et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle allait pas en centre d'accueil et elle m'expliquait, plutôt en centre aéré, et elle m'expliquait que c'était un problème financier pour sa mère de payer la restauration pour les 3 enfants. Donc c'est aussi un problème de pauvreté, quoi, tout bêtement. Voilà, exactement. C'est un problème de pauvreté aussi, peut-être aussi un problème dans certaines familles de ne pas vouloir, de pas faire confiance aux animateurs. Beaucoup moins qu'au personnel enseignant d'ailleurs. Hein. Parce que les sorties avec les enseignants, c'est pas un souci, mais avec les animateurs, je sais pas, il y a une crainte, un manque de confiance. Donc ce que disait Bruno Pomar sur le besoin de création de liens, en l'occurrence avec la police aussi, hein, mais avec tout le personnel public qui s'occupe d'eux, c'est capital, quoi. Bruno Pomar, oui, absolument, pour la socialisation, tout simplement, des enfants. Comme le disait la professeure à l'instant, effectivement, ce sont des enfants qui n'osent pas s'exprimer. Parfois, c'est important de pouvoir s'exprimer. Et vous savez que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, parfois, on en arrive à être même violent. Donc, c'est important de pouvoir permettre à ces jeunes de s'éclater, dans le bon sens du terme, évidemment, parce que je dis ça. C'est important de pouvoir les prendre en charge. Mais c'est vrai que certains restent sur le bord, malgré quand même, il faut quand même le dire, les dispositifs qui existent et qui sont nombreux. La CAF aide aussi au départ en vacances. La NCV, je le disais tout à l'heure, aide beaucoup au départ en vacances. Après, il y a la problématique des parents qui ne souhaitent pas parfois voir partir. C'est ça, Bruno Pomar. Est-ce que finalement, le plus gros du travail de vous qui faites tant, ce n'est pas finalement auprès des enfants eux-mêmes, mais plus des familles, des parents? Oui, écoutez, c'est de faire comprendre aux parents que c'est important aussi que leurs enfants, parce que le fait de les garder à la maison, la dame le disait très bien, le fait de les garder en pied d'immeuble, c'est toujours sujet à des bêtises. Vous savez, un enfant, ça reste un enfant. À force de rester à ne rien faire, à un moment donné, la bêtise arrive. S'il n'y a pas en plus sur le terrain des éducateurs, des animateurs qui sont en voie de disparition, malgré ce qu'on dit. C'est ce que disait Myriam. Et oui, on manque beaucoup d'agents de proximité, d'éducateurs, d'animateurs, tout simplement, qui sont là, tout simplement peut-être pour faire un match de foot dans le quartier. Voilà. Et tout ça, ça manque. Et effectivement, après, on se plaint qu'il y a des débordements, on se plaint parfois qu'il puisse y avoir des montées de tension. Voilà. Et les gens en tout cas, oui,
vos témoignages à tous les deux, Myriam et Bruno, apportent déjà un élément de réponse au débat politique qui s'est installé sur la responsabilité des parents. Alors, justement, Emmanuel Sauvage, vous, dans vos hôtels, vous formez, vous recevez des jeunes qui sont beaucoup issus de la diversité, des quartiers, etc. Oui, j'en suis fier, parce que justement, pour moi... C'est des hôtels 5 étoiles, je le précise, chers auditeurs. Oui, et c'est vrai que j'en suis d'autant plus fier parce que, justement, là, on parle de ces enfants qui vont pas en vacances... ou qui vont pas justement dans ces centres. Mais même déjà d'aller en vacances ou d'aller dans d'autres centres et de changer d'air, de changer de quartier, permet d'apprendre certains codes en plus. Parce que j'imagine que forcément, s'ils n'ont jamais pas le droit de sortir pour aller en vacances ou aller dans des centres d'animation, du coup, ils n'ont pas forcément tous les codes, dans les codes de ce qui se fait, dans les codes de sortie, dans tous ces codes-là. Et c'est vrai que ce qui est très important, c'est, moi, la plus grande des fiertés, c'est d'avoir ces personnes issues de la diversité qui, quand ils sont arrivés, n'avaient pas du tout les codes. Et qui progressent, qui évoluent et du coup qui, pour beaucoup, ont une belle réussite derrière. Qui avaient soif aussi d'apprendre. Qui avaient soif d'apprendre, bien évidemment. C'est sûr que sinon c'est pas possible. Mais c'est la majorité, ça, finalement, non ? Je pense que c'est la majorité de toute façon, mais c'est vrai que rien que d'aller passer une semaine, si c'est avec le RAID ou tout ça, vous voyez autre chose, vous avez des règles, d'autres règles, vous voyez un autre univers, vous changez d'univers de la cité. Donc c'est vrai que de rester toujours dans le même univers, et alors là c'est encore pire que je ne pensais, c'est sûr qu'il s'y reste pendant 2 mois au pied de cité, faut pas s'étonner du reste après par la suite. Emmanuel Sauvage, je reviens sur votre occupation, l'hôtellerie. Est-ce que c'est un métier qui fait rêver encore les jeunes générations? Parce qu'il y a un côté magique, vous l'avez dit, les hôtels 5 étoiles en plus. Ouais. Alors moi je vais vous dire une chose, alors il y a un problème et c'est mondial, parce que c'est-à-dire qu'on a une pénurie de personnel dans le monde entier, dans le service. Oui. Après, certains peuvent penser, pour moi je trouve ça passionnant. Mais certains peuvent penser que c'est rabaissant. Mais les problèmes de personnel sont valables dans tous les métiers, que ce soit les ingénieurs, tous les métiers. Donc c'est pas une problème d'attractivité. Ces métiers sont passionnants. Vous êtes au service du client, vous voyez de belles choses. Alors, dans nos maisons, c'est quand même magnifique. Alors en plus, vous avez toute la partie, on va dire, agréable, de voir des gens très connus, de voir tout ça. Et finalement, les codes aussi du tourisme et de l'hôtellerie ont bien changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous étiez dans un palace, voilà, je reviens là-dessus. C'est-à-dire quand vous étiez dans un palace à l'époque, bon, vous deviez être à des codes très stricts. Maintenant, vous avez les codes, on peut complètement changer. Un peu plus décontracté, c'est ça? Oui, ça dépend. Regardez, j'ai un Sinner alors là, l'hôtel Le Sinner dans le Marais. L'hôtel Sinner dans le Marais. Je pense, moi, vous savez, cet hôtel, je l'ai conçu comme le studio 54 et le Palace. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, cet hôtel, c'est l'hôtel de tout le monde. Et en fait, on est une équipe qui est d'une telle mixité, je me dis jamais on pourrait l'avoir dans le 16 ou dans le 8. Et du coup, Mais ça fonctionne, la mixité. Mais ça fonctionne très bien. Je veux dire, quand on a envie, on y arrive. C'est pas très, on y arrive. C'est juste une question d'envie et puis aussi une question d'apprentissage. Et c'est vrai que je trouve que ces métiers sont des métiers passionnants. En plus, on peut évoluer. C'est encore des métiers où on a cette chance de pouvoir évoluer rapidement. Et les salaires sont plutôt très bons. Alors, bien évidemment, on va toujours parler tout de suite horaires, du bas salaire. Les horaires, c'est pareil. Les horaires, alors on dit oui, mais il travaille le soir. Tu travailles le soir, tu travailles pas le matin. Donc tu peux commencer. Il n'y a pas de coupure. Tu commences à 15h, tu finis à 1h du matin. Bon, ok, mais tu as toute ta matinée, tu as 2 jours de repos par semaine. Bon, voilà, tu as 39 heures. Bon, c'est vrai que c'est. Et un salaire. Et un salaire qui peut être conséquent. Et avec les pourboires qui peut être très conséquent. Donc en fait, c'est pas forcément une question de salaire pour l'attractivité. Alors parfois chez certains oui, mais c'est simplement que tous les métiers sont en tension pour le moment. Myriam, justement pour rebondir sur ce que dit Emmanuel Sauvage, finalement c'est pas un problème de diversité, c'est un problème de structure et de potentialité, d'ouverture. C'est-à-dire que ces enfants qui restent enfermés, ce qui leur manque, c'est de savoir que ça existe dehors, quoi. Effectivement, non seulement ils sont ceux qui peuvent pas partir en vacances restent en vase clos en famille, et en plus de ça, c'est vrai que même au sein des écoles et de leur quartier, ils sont constamment avec des enfants qui ont exactement le même profil qu'eux, qui vivent les mêmes difficultés. Ils ont pas d'ouverture sur la France, sur la France en général. Ils sont vraiment limités à leur petit monde, à leur quartier, au grand des quartiers. Ils écoutent la même musique, ils s'habillent tous de la même manière. Ils n'ont pas d'ouverture du tout. Et ils connaissent pas la France d'ailleurs. Merci à tous les trois. On va continuer juste après cela. Les vraies voix vous restez bien avec nous. Le vrai voix de l'art de vivre, de bien vivre. Myriam, on vous garde encore un peu.
Très bien. Allez, à tout de suite, chers auditeurs. Restez, on revient avec Emmanuel Sauvage, Myriam et Bruno Pomar. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. De bons projets et de belles réflexions avec nos invités dans cet art de bien vivre, histoire de se dire que finalement, si on y met les formes, tout le monde peut passer juillet et août dans les meilleures conditions et peut-être, quand on est dans les quartiers difficiles, aussi s'élever pendant cette période. On peut s'élever et on peut aussi travailler, hein. C'est en s'élevant, notamment grâce à l'apprentissage. Oui, j'allais y revenir, voilà. parce qu'on parlait de vacances, on peut aussi s'élever en travaillant, voilà. en faisant des stages et en faisant l'apprentissage. Et voilà. C'est Emmanuel Sauvage qui vous parle, le DG cofondateur du groupe Évoque Hôtel, qui est avec nous, tout comme nos autres invités. Judith. Oui, on est avec Myriam, enseignante, notre auditrice, et puis Bruno Pomar, hein, qui est ex-policier du RAID, directeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur et fondateur de l'association Prox RAID Aventure. Alors justement, Bruno Pomar, sur les choses que vous mettez en place pour que ces jeunes soient occupés en été, est-ce qu'il n'y a que des vacances ou est-ce qu'il y a aussi justement des propositions de cours, de stages, de choses qui vont leur apprendre autre chose et leur faire voir d'autres horizons? Alors non, on essaie, au contraire, on n'est pas là juste pour faire du sport. Ça fait partie, évidemment, quand on est jeune, on a envie de faire du sport. Quoique, parfois, on est surpris un petit peu par le niveau de certains des jeunes. Mais quoi qu'il en soit, on leur apprend l'effort en équipe. Voilà, on essaie de trouver toujours un fil conducteur pédagogique, éducatif pour ces gamins, parce que c'est important. Le fait de vivre en équipe, en bande, entre guillemets, mais dans le bon sens de la bande, évidemment, de pouvoir faire des épreuves de canoë, de VTT, etc., de découvrir l'environnement, que lorsqu'on est dans ma petite région d'Occitanie et dans l'Aude en particulier, il y a de beaux endroits qu'ils peuvent découvrir. On va à la rencontre des fermiers. Voilà, on leur fait découvrir tout un tas de choses qui les émancipent et qui leur permet de voir autre chose. Voilà, comme on peut faire, comme le fait Emmanuel avec la formation, la prise en charge de jeunes qui voudraient venir travailler dans les hôtels, dans les restaurants. C'est important, ça permet aux jeunes, au contraire, de s'ouvrir, d'aller vers l'autre. Et ça, je crois que c'est très important. Donc, c'est qu'on fait, nous, à travers l'animation sportive, ça c'est important. La rencontre avec l'autre, puisque nous, c'est souvent l'institution qui est présente, c'est-à-dire des policiers, mais également des éducateurs qui nous accompagnent. Voilà, on essaie de faire un vrai travail éducatif à travers ces jeunes, comme ça ils font non seulement le plaisir d'être en vacances, mais en même temps quelque chose qui les construit un petit peu plus, qui peut aider nos amis de l'éducation nationale qui parfois rencontrent des problèmes avec cette jeunesse qui n'est pas toujours évidente à gérer. Eh bien, si on peut apporter quelque chose de plus à nos compatriotes de l'éducation nationale, eh bien, à travers ces séjours, c'est un moyen pour nous de le faire et encore une fois, c'est quelque chose de très positif et qui est très, très apprécié de la jeunesse. Vous parlez de canoë à kayak, il faut plutôt commencer par le kayak parce qu'on est assis, alors que le canoë, ça tangue, hein, on a un genou dessus. Hein. Ouais. C'est un connaisseur qui parle. Hein. Oui, mais quand il fait très chaud, c'est pas mal aussi de tomber à l'eau. Ouais. Voilà. Donc vous les mettez au canoë plutôt qu'au kayak. En général. Bon, et la culture, alors Myriam, parce que vous qui êtes institutrice, on parle des sportifs, c'est bien, nous en sommes tous, plus ou moins, Judith, hein, enfin bon, voilà. Mais sur l'aspect quand je mets mes gants de boxe, je deviens très sportive. Mais je sais ça. Myriam, la culture, est-ce que ça parle encore, vous qui êtes auprès des jeunes? Est-ce que vous organisez des trucs, effectivement? Est-ce que vous mettez en place des possibilités en été pour qu'ils puissent découvrir autre chose à travers des activités culturelles? Alors moi, en tant qu'enseignante, non, l'été, je suis en vacances, donc je n'organise rien du tout. Après, dans le courant de l'année scolaire, effectivement, j'essaie de les sensibiliser un maximum à la culture. Je les emmène au musée tant que possible. On fait de l'histoire des arts, donc ils voient un peu toutes les formes d'art, que ça aille de la peinture jusqu'à l'architecture. Et a priori, si c'est bien amené, ils adorent ça. Au départ, ils sont ça veut dire quoi, être bien amené? Comment on amène bien, justement, Myriam? Ça veut dire quoi, bien amené? Exemple. Alors, moi, par exemple, je fais l'histoire des arts avec eux. Dans le cadre des dictées, donc je leur propose une œuvre d'art à peu près toutes les 2 semaines, et ensuite à partir de cette œuvre d'art, il y a une dictée qui est faite à partir de cette œuvre d'art, et ils apprécient vraiment de découvrir. Alors c'est vraiment de l'art, mais dans le monde entier, toute œuvre d'art, ça va de l'estampe à la peinture, à la musique, et puis je leur fais écouter aussi le lundi matin
la musique du lundi matin, et donc je leur passe des tubes des années 70-80 qui connaissent absolument pas. Le lundi au soleil, alors, le lundi au soleil de Claude François. Moi, je vous chante tout de suite, là. Exactement, voilà, ce genre de chanson. S'il vous plaît. Ça, c'est bon, je sais chanter, ça, c'est bon. Et ils adorent, et les premiers mois, ils se moquent de moi, puis au bout de 2-3 mois, ils veulent absolument leur chanson du lundi matin, et ils la chantent avec moi, de bon cœur. Voilà. Mais au départ, donc, il faut aussi leur apprendre le plaisir, notre belle tradition musicale, et pas que, française, pour leur ouvrir le chemin. D'ailleurs, Emmanuel Sauvage, c'est un peu ce que vous proposez aussi dans vos établissements, c'est des parcours d'essence, quoi. Oui, de toute façon, il faut s'ouvrir. Et moi, je suis pour une ouverture totale. Donc, de tout, j'aime que pour moi, la culture est reliée au tourisme et aux vacances, parce que finalement le tourisme souvent c'est quand même, alors il y a différents tourismes, mais bon, quand même le tourisme souvent est quand même relié aux vacances, que ça soit dans une capitale, que ça soit au soleil et tout. Et c'est vrai qu'on a on a la chance d'avoir un pays magnifique, et du coup beaucoup de choses est fait d'ailleurs pour les gens des quartiers, tout au niveau de la culture, beaucoup de lieux sont ouverts, je crois pratiquement gratuitement pour les étudiants. Donc on a la chance d'être un pays comme ça. Nous, sur les établissements, ce qu'on aime justement, c'est ramener aussi beaucoup d'art. On produit des artistes, on accompagne des artistes, on fait un prix littéraire, on fait beaucoup d'expositions, donc de gens connus, plus ou moins connus, tout dépend, voilà. Mais je trouve que c'est très important parce que ça fait vivre les lieux, ça interroge, et ça permet aussi de communiquer. Et donc et je trouve que c'est passionnant, c'est des sujets dont on se lasse pas, et du coup ça fait aussi beaucoup de rencontres, et ça mélange, parce qu'on parle de diversité, mais la diversité c'est dans tout, et donc et la notamment diversité culturelle. Voilà, la diversité, pour moi c'est la diversité positive. Donc vous allez dire je suis toujours positif, mais pas toujours. Mais quand j'y suis pas, vous me voyez pas. Mais sur les tests antidopage, vous êtes positif aussi. Ça, j'en sais jamais. Parlez pour vous, Frédéric. Je me suis jamais fait. Mais non, je trouve que c'est une diversité positive. Et de toute façon, dans la diversité, justement, il faut y voir tout ce qu'il y a de positif. Et c'est à nous d'accompagner pour ça. Eh bien, Bruno Pomar, justement, pour revenir un petit peu sur ce qui est mis en place actuellement dans les quartiers d'été, je sais que par exemple, il y a des colos apprenantes, des vacances apprenantes, il y a des écoles ouvertes. C'est des systèmes qui sont mis en place et qui continuent à peu près dans toute la France, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'étais cet après-midi, pour tout vous dire, avec le cabinet du ministre de la Ville, Olivier Klein, justement, qui veut proposer encore plus de possibilités pour les jeunes de partir en vacances cet été. Bon, et c'est normal de pouvoir proposer ça, mais c'est important, oui, ce type de classes, les classes vertes, j'appelle ça. La professeure doit connaître bien ça. C'est important. On en accueille, et c'est très sympa aussi. Voilà, c'est des moments encore où les jeunes sortent avec la classe, évidemment, de leur contexte habituel, et viennent sur notre site, soit à Dreux, soit dans le sud. Et ça aussi, c'est des moments importants, puisqu'ils font une partie de cours et une partie d'activité sportive. Donc c'est vachement intéressant. Et puis, ils sont un peu dans la continuité. Ils font moins de cours que dans l'année, évidemment, mais il y a une petite continuité sur le travail éducatif à proprement parler. Écrire, faire des dictées, des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a le côté ludique, sportif. Donc ça, c'est important, je pense, pour les gamins aussi. Mais ça, Bruno Pomar, pour toute une génération, et nous en faisons partie, la colonie de vacances, la colonie, la classe de mer, la classe de neige, tout cela, ça fonctionnait très bien. Alors, j'y vois deux bémols. Le premier, c'est qu'on sort d'une période de confinement et ça a un petit peu tout désorganisé. Et le deuxième, c'est la confiance en les encadrant avec beaucoup de faits divers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment capitaliser sur l'organisation de ces colonies de vacances ? Oui, il y a des gens très sérieux qui travaillent. Je passe à Magenta, à des structures que je connais bien, Feu Vert d'ailleurs, qui fait de formidables séjours avec des jeunes. Mais vous savez aussi, la jeunesse a évolué. Alors tout au moins, moi, une partie de la jeunesse que j'ai, qui est plutôt, ne faisons pas de stigmatisation, mais des jeunes qui sont quand même parfois assez compliqués à prendre en charge. Voilà, nous les prenons, nous, parce qu'on a l'habitude de ce type de jeunes. C'est pas toujours facile de trouver effectivement les compétences pour pouvoir prendre en charge
charge ces gamins, ça c'est vrai. Et on se rend compte qu'effectivement, ce ne sont pas les enfants. Moi, ça fait 30 ans que j'existe. Il y a 30 ans, les gamins que j'ai accueillis en vacances ne sont pas les mêmes que j'ai actuellement. C'est beaucoup plus compliqué dans le comportement. Voilà. C'est pour ça qu'on fait un travail éducatif à côté, parce qu'on est obligé de le faire, parfois de les tenir pour éviter qu'il y ait des débordements. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant de faire ce travail-là. Alors, pas avec l'ensemble des jeunes, encore une fois, ne mettons pas tous les jeunes dans le même pot, hein. Mais c'est vrai que c'est un sujet, et trouver les gens en face, ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de manques dans le domaine éducatif, animateurs, médiateurs, ou tout au moins les éducateurs. C'est vrai que c'est un métier qui devient compliqué et où on voit de moins en moins de monde. Emmanuel Sauvage, vous aurez le dernier mot, hein, des vraies voix. Comme à chaque fois, paraît-il. Non, c'est ça. De l'art de bien vivre. Justement, pour rebondir sur ce que dit Bruno Pomar, finalement, il faut continuer à ouvrir, hein, comme vous dites. Moi, je trouve que la diversité n'est pas du tout un problème. En revanche, c'est vrai que je pense que notre problème majeur en France, c'est pas la diversité, c'est l'autorité. L'autorité. Absolument. Parce que s'il y avait une autorité, un respect de l'autorité, on n'aurait pas ces problèmes-là. Et ça n'est pas du tout un problème de diversité. Simplement, on a tous besoin d'autorité. On en a tous besoin. Et tant qu'on n'aura pas une autorité. Je dis pas, j'aime pas le mot fort parce que je trouve que c'est dur, mais une autorité. Je pense que c'est pas un gros mot d'ailleurs. Oui, une autorité, on va dire, parce que voilà. Myriam, vous êtes d'accord avec ça, hein? Oui, je suis clairement d'accord avec ça. Voilà, parce que j'allais dire, ils sont bons à rien en fait. C'est-à-dire que si quand vous avez 17 ans, que vous faites une bêtise, que vous êtes vous avez une petite sanction, là il y a que des rappels à l'ordre. On aime tous un rappel à l'ordre en fait. Il y a eu quelques condamnations fermes. Un petit peu, mais par rapport au nombre, il n'y a pas. De toute façon, il n'y a pas les nombres de places suffisants en prison. De toute façon, c'est un service vicieux. Mais ce que je veux dire, pour moi, le problème n'est pas la diversité, mais l'autorité. C'était ce que je voulais dire. Et la diversité est plutôt un atout qu'autre chose. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Sauvage. Je rappelle que vous êtes PDG, directeur général, cofondateur du groupe Évoque Hôtel. Et puis Bruno Pomar, vous êtes ex-policier du RAID, directeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Bruno Pomar. D'ailleurs, ça ne bouge pas avec lui. Et puis Myriam, vous êtes enseignante en Seine-Saint-Denis. Merci pour votre témoignage. Merci à tous les trois. Merci pour l'invitation. Merci chers auditeurs. Et nous nous retrouvons. C'était notre première avec Judith. Voilà. Nous nous retrouvons demain si tout va bien. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bien sûr. Tout de suite sur Sud Radio. Yvan Cujous prend la main. Le Loft Music. L'invité Ben Oncle Soul. Ah ça c'était bien. Ça j'aimais bien. On adore. Je suis pas. C'était bien. Vous allez la pousser la chansonnette. Allez, Yvan Cujous.